Imaginez que sous le sable doré de l'Égypte, caché depuis plus de 2000 ans, un ancien passage reste intact. Le tunnel, parfaitement sculpté dans la pierre, est considéré comme une merveille d'ingénierie, même par les architectes modernes. S'étendant sur plus de 4000 pieds, cette mystérieuse structure serpente dans les profondeurs de la terre, menant vers une destination inconnue. Le poids des siècles repose sur lui, détenant des secrets qui pourraient changer tout ce que l'on sait sur l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. Cléopâtre VII. Pendant des siècles, archéologues, chasseurs de trésors et historiens ont parcouru le pays à la recherche du dernier lieu de repos de Cléopâtre. Certains pensaient qu'elle était enterrée au cœur d'Alexandrie, la magnifique ville qu'elle dirigeait autrefois. D'autres affirmaient qu'un tremblement de terre dévastateur qui avait remodelé la côte égyptienne avait englouti sa tombe. Personne ne savait avec certitude où reposait la dernière reine d'Égypte. Jusqu'à maintenant. Au fond des ruines du temple Taposiris Magna, une découverte étonnante a stupéfié le monde scientifique. Cet ancien tunnel, parfaitement conçu et apparemment menant à une chambre inconnue, a suscité une vague d'excitation et de malaise. Les implications de cette découverte vont au-delà de l'archéologie. Ce qui se trouve à la fin de ce passage pourrait réécrire l'histoire, offrant un aperçu de la vie, de la mort et du monde qu'elle a laissé derrière elle. Elle n'était pas une dirigeante ordinaire, elle était plus qu'une reine, elle était une stratège, une érudite, une visionnaire. Née dans la dynastie ptolémaïque, elle commandait un vaste empire en équilibre à la limite de la guerre et de l'alliance. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, elle a pleinement embrassé la culture égyptienne, se présentant comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. Sa maîtrise des langues lui a permis de gouverner sans interprète, renforçant ainsi son influence sur son peuple et sur les puissances étrangères. Elle était la plus grande alliée de Rome et son plus féroce adversaire. Son intelligence et son charme la rendaient inoubliable. Son lieu de sépulture est resté un mystère, entouré de spéculations et de mythes. Les documents historiques faisaient allusion à un grand tombeau, un sanctuaire où elle et Marc-Antoine, son amant et allié dévoué, reposeraient ensemble pour l'éternité. Certains pensaient que son tombeau était rempli de richesses inimaginables, de trésors dorés dédiés aux dieux. Et pourtant, contre toute attente, les recherches ont conduit à Kathleen Martinez, une femme déterminée à défier les sceptiques. Avocate de formation, mais archéologue de passion, Martinez a consacré sa vie à la découverte du tombeau perdu de Cléopâtre. Grâce à une étude minutieuse de textes anciens, elle a développé une théorie qui remettait en question les croyances traditionnelles. Alors que de nombreux experts insistaient sur le fait qu'elle avait été enterrée à Alexandrie, Martinez était convaincue qu'elle reposait ailleurs, à l'intérieur d'un temple dédié à Isis, la déesse qu'elle adorait. Ses recherches la conduisirent à Taposiris Magna, un temple autrefois considéré comme insignifiant dans la recherche du tombeau de la reine. Contrairement au grand palais d'Alexandrie, ce site sacré a été négligé pendant des siècles, mais son emplacement et sa structure laissèrent présager quelque chose d'extraordinaire. Plus Martinez étudiait, plus elle croyait être sur la bonne voie. En 2005, elle obtient l'autorisation de commencer les fouilles, et ce qu'elle découvre change tout. Le temple, autrefois considéré comme une simple ruine, a révélé des secrets enfouis profondément sous ses fondations. Il y avait des statues, des inscriptions et des pièces de monnaie portant le visage de Cléopâtre, qui indiquaient tout un lien entre ce lieu et la reine légendaire. Mais la découverte la plus étonnante était encore à venir. Sous le temple, un vaste système de tunnels, un labyrinthe souterrain conçu avec une précision extraordinaire. Le tunnel n'est pas un hasard. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient, des artefacts ont fait surface. Des objets intacts depuis des milliers d'années, vestiges d'une époque perdue au fil du temps. Pourtant, quelque chose sur le site semblait différent. Chaque avancée majeure s'est accompagnée d'événements étranges et surnaturels. Des pannes d'équipements inexpliquées ont interrompu les travaux. Des tempêtes soudaines ont enseveli les sites de fouilles sous le sable. Certains membres de l'équipe ont rapporté des rêves vifs, presque prophétiques, d'anciens rituels et de reines perdues. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne.
Pendant des siècles, le monde a recherché le dernier lieu de repos de Cléopâtre VII, le dernier souverain du royaume ptolémaïque d'Égypte. Née en 69 avant notre ère, elle était une femme intelligente, puissante et dotée d'un sens politique inégalé. Elle parlait plusieurs langues, maîtrisait la diplomatie et s'opposait à la puissance de Rome. Après la défaite catastrophique de son amant Marc-Antoine à la bataille d'Actium en 31 avant notre ère, l'inévitable se profilait. Alors que les forces romaines se rapprochaient, elle se retira dans son palais d'Alexandrie. Le 12 août 30 avant notre ère, ils la trouvèrent sans vie, son corps orné de robes royales et un mystérieux serpent enroulé à proximité. Certains disent que c'était un suicide, d'autres parlent de quelque chose de bien plus sinistre. Son tombeau a disparu de l'histoire, perdu dans les sables mouvants et des siècles de guerre, de tremblements de terre et de paysages changeants. Les textes anciens parlaient d'un lieu de sépulture élaboré, digne d'une dirigeante qui se considérait comme divine. Si la structure était encore debout, elle serait enfouie profondément sous des couches de terre, une relique intacte d'un monde disparu. En 2005, contre toute attente, une archéologue dominicaine nommée Kathleen Martinez s'est lancée dans une enquête qui allait remettre en question des siècles d'histoire acceptée. Contrairement à ses pairs, elle rejette l'idée selon laquelle la mer aurait englouti le tombeau de Cléopâtre au cœur d'Alexandrie. Au lieu de cela, elle se tourna vers un ancien temple, Taposiris Magna, situé à l'ouest de la ville. Taposiris Magna, construite sous le règne du pharaon Ptolémée, 283 à 246 avant notre ère, était dédiée à la déesse Isis, une divinité étroitement associée à Cléopâtre. Martinez a émis l'hypothèse qu'elle, qui se présentait comme l'incarnation vivante d'Isis, aurait choisi ce lieu sacré pour son dernier repos, loin de la profanation romaine. Lieu d'un grand pouvoir spirituel, Taposiris Magna a toujours eu un air mystérieux. Les anciens prêtres croyaient que le temple était un pont entre le monde des vivants et celui des morts, un lieu où l'âme pouvait s'élever au-delà des contraintes mortelles. Les chambres souterraines sont restées scellées pendant des siècles, insensible aux pilleurs et au temps. Si Cléopâtre était là, son lieu de sépulture pourrait être l'une des plus grandes découvertes de l'archéologie moderne. La découverte sous Taposiris Magna a stupéfié le monde. Caché sous les ruines, le labyrinthe de tunnels souterrains, une merveille d'ingénierie ancienne, s'étend sur près d'1 kilomètre de long. Les tunnels descendaient à 13 mètres, 43 pieds, sous le temple, serpentant à travers des chambres qui n'avaient jamais vu la lumière du jour depuis plus de 2 millénaires. À l'intérieur, des reliques murmuraient les secrets d'un passé oublié, des pièces de monnaie gravées à l'effigie de Cléopâtre, des amulettes dorées portant les insignes d'Isis et les restes en ruine de 2 personnalités de haut rang, peut-être Marc-Antoine et elle-même. Au fur et à mesure que l'équipe approfondissait, un malaise s'installa en eux. Des tempêtes de sable soudaines ont frappé le site de fouilles avec une fréquence anormale. Des marques étranges, contrairement à celles trouvées auparavant, bordaient les parois du tunnel. Avertissement ou simple décoration. Les membres de l'équipe ont fait état de rêves très vivants. Des visions d'une femme en blanc, chuchotant dans une langue qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Une nuit, un chercheur principal s'est effondré, incapable de respirer. Il a été transporté en lieu sûr, mais a parlé d'une présence, d'une force poussant contre sa poitrine. Certains l'ont qualifié de stress, d'autres n'en étaient non pas si sûrs. La malédiction du tombeau de Cléopâtre se répandit à travers les chuchotements. Le site, longtemps protégé par des forces invisibles, n'a pas accueilli les intrus. Les esprits du passé s'agitaient au mépris des vivants. Puis, en 2022, une percée. À l'extrémité du tunnel, il y avait une porte cachée, hermétiquement scellée et ornée de sculptures complexes sur sa surface. Les symboles de la royauté, de l'éternité et du monde souterrain dansaient à la lueur des torches. Martinez et son équipe se tenaient devant lui, le cœur battant. Un passage, intact depuis 2000 ans, se dressait devant eux. Au-delà de la barrière de pierre, le dernier chapitre de l'histoire de Cléopâtre attendait. Le poids de l'histoire pesait sur eux, comme si le temple lui-même respirait par anticipation.
Quelque chose bougea dans l'obscurité. Un murmure résonna dans la pièce, si doux qu'il aurait pu être le vent ou autre chose. L'air devint lourd. Les flammes des torches vacillaient, se courbant comme si elles étaient attirées vers le tombeau scellé. En Firtio Ota Vedra Jésus-Christ, Rome était dans le chaos. Deux dirigeants puissants, Jules César et Pompée, se battaient pour le contrôle. Pompée s'enfuit en Égypte dans l'espoir d'être protégé par le pharaon Ptolémée XIII, le frère cadet de Cléopâtre. Cependant, au lieu de l'aider, Ptolémée fit tuer Pompée dans l'espoir de gagner les faveurs de César. Lorsque César arriva en Égypte et apprit la mort de Pompée, il fut furieux. Il voulait capturer Pompée lui-même, pas le faire exécuter par un dirigeant étranger. En même temps, elle était en difficulté. Une lutte de pouvoir avec son frère, qui avait pris le contrôle total, l'avait contrainte à fuir Alexandrie. Elle savait que si elle voulait reconquérir son trône, elle avait besoin d'un allié. Cet allié serait César. Cléopâtre a soigneusement planifié son retour. Selon la légende, elle s'était introduite clandestinement dans le palais de César à l'intérieur d'un tapis enroulé ou peut-être d'un sac en lin. Une fois le tapis déroulé, elle se présente devant César, l'impressionnant par son intelligence, son charme et sa détermination. Cette entrée spectaculaire lui valut l'attention du chef romain et, bientôt, son soutien. La rencontre de Cléopâtre avec César était plus qu'un simple acte audacieux. C'était un tournant. Avec le soutien de César, elle défia son frère pour le trône. L'Égypte sombre dans une guerre civile, les forces de Cléopâtre combattant l'armée de Ptolémée XIII. César, voyant le potentiel d'une alliance avec elle, déploya des troupes romaines pour soutenir sa cause. Après des mois de bataille, le conflit atteint son paroxysme. À un moment décisif, en 47 après Jésus-Christ. J.C. Ptolémée XIII tenta de fuir mais se noya dans le Nil. Avec sa mort, elle a pris le contrôle en tant que reine d'Égypte, régnant officiellement aux côtés de son frère encore plus jeune, Ptolémée XIV. En réalité, elle était la véritable dirigeante. La relation entre Cléopâtre et Jules César allait au-delà de la politique. Ils sont devenus amants. Leur union a conduit à la naissance de Ptolémée, 15 Philopator Philométor César, mieux connu sous le nom de Césarion, qui signifie « petit César ». Elle considérait Césarion comme son héritier, croyant qu'un jour il pourrait gouverner à la fois l'Égypte et Rome. En Firtiosex avait ce gigacé, Cléopâtre se rendit à Rome avec Césarion pour rendre visite à César. Elle vivait dans l'un des domaines de César, se présentant ouvertement comme sa compagne. Beaucoup ont trouvé sa présence à Rome choquante, en particulier compte tenu du précédent mariage de César. Les Romains étaient fascinés, mais aussi inquiets. Elle était une reine étrangère et certains craignaient son influence sur César. Cependant, avant que quoi que ce soit puisse être réglé, Jules César fut assassiné en 44 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an après Jésus-Christ par un groupe de sénateurs romains. Sa mort l'a rendue vulnérable. Sans sa protection, elle retourne rapidement en Égypte avec son fils, sachant que Rome était devenue trop dangereuse. Après la mort de César, Rome tomba dans une autre lutte de pouvoir. Ses partisans se sont battus pour le contrôle, et l'un d'eux était Marc-Antoine, un puissant général et homme politique. En Firtioet ave J.C. Antoine était l'un des hommes les plus influents de Rome, et il lui demanda de le rencontrer à Tars, la Turquie actuelle. Est-ce que vous appréciez l'histoire? Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Elle est arrivée de façon spectaculaire. Elle a remonté le fleuve sur une barge dorée, habillée en déesse Aphrodite, entourée de musiciens et de serviteurs. Antoine fut immédiatement captivé par sa présence, mais plus important encore, il comprit sa valeur en tant qu'allié. Les deux formaient un partenariat à la fois romantique et politique. Ensemble, ils ont bâti une puissante coalition. Cléopâtre avait besoin du soutien militaire d'Antoine pour maintenir l'Égypte forte, tandis qu'Antoine avait besoin de la richesse de l'Égypte pour financer ses campagnes. Leur alliance s'est solidifiée lorsqu'elle a donné naissance à leurs 3 enfants, Alexandre Hélios, Ptolémée, Philadelphe. Cléopâtre, c'est l'aîné d'eux,
Elle et Antoine se considéraient non seulement comme des dirigeants, mais comme des figures divines destinées à créer un nouvel empire mondial. Avec la montée en puissance d'Antoine et d'elle, Rome se retourna contre eux. Leur plus grand rival était Octavien, le fils adoptif de Jules César et futur empereur Auguste. Il considérait Cléopâtre comme une menace et la dépeint comme une reine séduisante, manipulant Antoine. Le conflit s'est intensifié en 34 avant Jésus-Christ. J.C. Lorsqu'Antoine et Cléopâtre ont organisé les donations d'Alexandrie, une grande cérémonie au cours de laquelle Antoine a accordé de vastes territoires à elle et à leurs enfants. Cette décision a alarmé Rome, car il semblait qu'Antoine détournait le pouvoir de la ville vers l'Égypte. En Tréog Tréti avait fait jour après jour, la guerre devint inévitable. Les forces d'Antoine et Cléopâtre se sont affrontées avec l'armée d'Octave lors de la bataille d'Actium, une bataille navale au large des côtes grecques. Ce fut une défaite désastreuse. Elle et Antoine s'échappèrent de justesse et retournèrent en Égypte. Octave les poursuivit, déterminé à l'éliminer et à ramener l'Égypte sous contrôle romain. Entouré et en infériorité numérique, Antoine s'est suicidé en 30 avant J.C., croyant qu'elle était déjà morte. Lorsqu'elle a appris sa mort, elle a choisi de mourir selon ses propres conditions plutôt que d'être promenée dans Rome en tant que prisonnière. Selon la légende, elle s'est laissée mordre par un aspic mortel, un serpent venimeux, mettant ainsi fin à ses jours. Avec la mort de Cléopâtre, l'Égypte devient une province de Rome, marquant la fin de la dynastie ptolémaïque. La capture et l'exécution de Césarion garantissaient que le nouveau souverain de Rome, Octavien, qui devint bientôt l'empereur Auguste, n'avait pas de rival. Son histoire ne s'est toutefois pas arrêtée à sa mort. Elle est devenue une légende, un symbole de pouvoir, d'intelligence et de résistance. Ses relations avec Jules César et Marc-Antoine n'étaient pas que des romances, c'étaient des alliances qui ont façonné le destin de deux grandes civilisations. Une grande partie de ce que nous savons d'elle provient des écrits d'historiens anciens, notamment de Rome. Certaines des sources les plus importantes comprennent Plutarque était un historien grec qui vécut environ 100 ans après sa mort. Il a écrit à son sujet dans La vie d'Antoine, en se concentrant sur sa relation avec Marc-Antoine. Son travail a influencé les récits ultérieurs de son histoire. Cassius Dio était un historien romain qui a écrit une histoire de Rome. Il l'a décrite comme charmante et ambitieuse, mais aussi comme quelqu'un qui utilisait sa beauté pour contrôler des hommes puissants. Suétone était un autre historien romain qui a écrit sur Jules César. Il la mentionna comme l'amante de César et la mère de son fils, Césarion. Les Romains, qui la considéraient comme une ennemie, étaient principalement les auteurs de ces récits. Rome avait conquis l'Égypte après sa mort, et il voulait la présenter comme un dirigeant qui avait essayé et échoué de s'opposer à eux. De nombreuses descriptions de sa manipulation ou de sa séduction excessive ont été écrites pour la faire ressembler moins à un grand leader qu'à une femme dangereuse. Sa vie fut si dramatique qu'elle fit l'objet de nombreuses pièces de théâtre, poèmes et romans. L'une des œuvres les plus célèbres inspirées de son histoire est la pièce de William Shakespeare, Antony and She, écrite au début des années 1600. La pièce de Shakespeare la présente comme une dirigeante passionnée et émotive, profondément amoureuse de Marc-Antoine. Elle est forte, pleine d'esprit et fière, mais aussi capable d'une profonde tristesse lorsque les choses tournent mal. Dans la pièce, son amour pour Antoine est puissant, mais aussi destructeur, conduisant à leur mort tragique. Cette version romantique de sa vie est devenue l'une des interprétations les plus célèbres de son histoire. Cela a façonné la façon dont les gens l'ont perçue pendant des siècles, en se concentrant davantage sur sa vie amoureuse que sur ses réalisations politiques. Au fil du temps, de nombreux autres auteurs ont écrit sur elle de différentes manières. Les romans et la fiction historique la montrent souvent comme une dirigeante intelligente et puissante qui a dû faire des choix difficiles pour protéger l'Égypte. La poésie et les pièces de théâtre mettent parfois en valeur sa beauté et son charme, mais aussi son intelligence et son esprit stratégique. Les livres et recherches modernes tentent de découvrir la véritable Cléopâtre.
en se concentrant sur son leadership, son rôle de diplomate et sa connaissance de la science, de la culture et des langues. Si cela vous plaît, pensez à nous soutenir. Cliquez. Super, merci. Votre engagement nous aide à découvrir davantage de mystères historiques et à donner vie à des histoires oubliées. Tout au long de l'histoire, les artistes ont imaginé à quoi elle aurait pu ressembler. Puisqu'aucun portrait réel d'elle ne survit, chaque image que nous voyons est basée sur une interprétation plutôt que sur des faits. L'art égyptien antique la représentait comme un pharaon puissant, portant des symboles royaux traditionnels comme l'uréus, couronne de cobra, et l'ankh, symbole de la vie. Les sculptures romaines ultérieures la faisaient ressembler davantage à une reine classique, avec des traits de style grec. Au cours de la Renaissance, 1400 à 1600, les peintres européens la représentaient souvent dans des scènes dramatiques, généralement au moment de sa mort, tenant le serpent mortel. Ces peintures se concentraient sur sa beauté et sa tragédie, plutôt que sur ses réalisations. Au XIXe et au début du XXe siècle, les artistes la romantisent encore plus, la montrant souvent vêtue de vêtements luxueux, allongée sur des canapés dorés ou entourée de serviteurs et de trésors. Ces images ont contribué à créer l'idée d'elle comme une reine séduisante et mystérieuse, même si les preuves historiques suggèrent qu'elle était plus admirée pour son intelligence que pour son apparence. L'histoire de Cléopâtre est une histoire de pouvoir, d'ambition et de résilience. Son règne a marqué la fin de l'Égypte ancienne en tant qu'empire indépendant, mais son héritage perdure depuis plus de 2000 ans. Des pages de l'histoire aux grandes scènes de la littérature, de l'art et du cinéma, elle reste une figure de fascination et d'intrigue. Son intelligence, son charisme et ses compétences politiques ont façonné non seulement son époque, mais aussi la manière dont les dirigeants de l'histoire ont été commémorés. Elle était plus qu'une reine, elle était une dirigeante qui comprenait l'équilibre délicat entre la diplomatie et la guerre, une stratège qui avait formé des alliances avec deux des hommes les plus puissants de Rome et une visionnaire qui avait embrassé son héritage grec et égyptien pour renforcer son règne. Malgré les tentatives des historiens romains pour la réduire à une séductrice ne comptant que sur son charme, la recherche moderne continue de révéler la profondeur de son intellect et l'ampleur de ses réalisations. Son histoire ne concerne pas seulement le passé, il s'agit de la nature durable de l'ambition humaine, de la quête incessante du pouvoir et de la manière dont l'histoire est façonnée par ceux qui l'écrivent. Tant que les gens continueront à raconter son histoire, Cléopâtre ne disparaîtra jamais vraiment. Elle vit dans les paroles des poètes, dans les traits des artistes, dans les visions des cinéastes et dans l'imagination de ceux qui se demandent ce que signifie vraiment être la dernière reine d'Égypte. Merci d'avoir regardé. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.